Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une initiative assez concrète qui est née suite au rapport de la SIEZ sur les abus dans l'Église. Il s'agit d'un diplôme universitaire, un DU, proposé par l'Institut catholique de Paris, l'ICP. Oui, tout à fait. On a ici plusieurs documents, la brochure du DU, un compte-rendu d'atelier qui le présente, et même une lettre assez parlante d'un collectif de victimes. Le titre du programme, c'est « Abus et bientraitance, écouter, accompagner, prévenir ». D'accord, donc l'objectif pour nous, c'est de comprendre un peu mieux ce qu'est cette formation, à qui elle s'adresse, et puis ce qu'elle espère changer concrètement. Allons-y pour cette exploration. Alors ce DU, il a l'air très structuré. Lancé juste après le rapport SIAZ, fin 2021, c'est plus qu'une simple formation, non. On sent une volonté de répondre de manière un peu systémique. Absolument. C'est porté par le Théologicum et la faculté d'éducation de l'ICP, et il y a aussi un partenariat avec Fribourg pour la Suisse romande. Et ce qui est important, c'est que ça ne concerne pas que les abus sexuels. Les documents insistent beaucoup là-dessus. Ah oui, Oui, ça couvre aussi les abus d'autorité, de conscience, spirituels. L'idée, c'est vraiment de saisir les mécanismes profonds, en fait. comprendre donc. Ça, c'est le premier pilier, si je comprends bien. Mais les docs insistent aussi sur accompagner et prévenir. Ça se traduit comment, ça? Mais c'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. Comprendre, ça passe par le droit pénal et canonique, la psychologie, la sociologie de l'emprise. L'emprise, oui. Accompagner, c'est l'écoute des victimes, bien sûr. Leur reconstruction. Il y a aussi une approche théologique qui est intégrée. D'accord. Et puis prévenir. Et là, on est sur le volet le plus systémique. Comment on crée des cadres, des environnements dans l'Église qui soient vraiment sûrs? Comment on met en place cette bientraitance de manière active? Justement, pour mettre ça en place, qui sont les participants? Les sources parlent d'un public assez mélangé, j'ai l'impression. C'est ça, c'est assez révélateur. On trouve, évidemment, des acteurs internes à l'Église, des prêtres, des laïcs engagés, des membres des cellules d'écoute, les délégués à la prévention. Oui, les personnes en première ligne, en quelque sorte. Voilà. Mais, et c'est notable, c'est aussi ouvert à des professionnels qui viennent de l'extérieur, des avocats, des médecins par exemple. Et quelle est l'idée derrière ce mélange, d'après ce qu'on lit? L'idée, ça semble être de créer une culture un peu partagée, des compétences reconnues à l'intérieur, mais aussi de profiter de regards, d'expertise externe. L'accès se fait après le bac, et puis il y a un entretien pour valider l'inscription, pour s'assurer de l'engagement, quoi. D'accord. Et on parle quand même déjà de plus de 100 personnes formées, françaises et suisses? C'est pas négligeable comme démarrage. Oui, et le programme en lui-même, 112 heures sur un an, avec des noms comme Jean-Marc Sauvé, Antoine Garapon. Ça envoie un signal de sérieux, de crédibilité, non? tout à fait. Cette approche pluridisciplinaire, elle est vraiment martelée dans les documents. Et c'est logique, vu la complexité du sujet. C'est ça. Il faut croiser les regards. Exactement. La psycho pour comprendre les traumas, les profils, le juridique pour les procédures, la théologie pour le sens, les dérives spirituelles possibles, et puis la sociologie pour analyser les dynamiques de groupe, l'emprise. Donc les cours, les ateliers, les études de cas, même les conférences publiques, tout ça vise à construire cette vision un peu intégrée. Et ça se passe sur 8 sessions de 2 jours, à Paris ou à distance depuis Fribourg. C'est ça. Autre point intéressant, le financement. On voit que le Fonds CELAM, la CORES, qui représente les religieuses, et la CEF, la Conférence des évêques, mettent la main à la poche. Qu'est-ce que ça implique, ce soutien institutionnel? Est-ce qu'il n'y a pas une petite tension potentielle entre le financement interne et l'indépendance du propos? C'est une très bonne question. Les documents, eux, le présentent comme une preuve d'engagement. L'idée, c'est de faciliter l'accès, d'aider pour les frais de déplacement, d'hébergement, de proposer des bourses. D'accord. Rendre ça accessible. Voilà. L'objectif affiché, c'est vraiment de professionnaliser les gens qui sont sur le terrain de l'accueil, de l'accompagnement, du suivi, de la prévention. Après, la question de l'indépendance, elle est là, en filigrane. Mais le fait d'avoir des intervenants externes comme Sauvigy ou Garapon, ça vise sans doute aussi à garantir une certaine objectivité. Et puis il y a cette lettre du collectif Voix libérée. Ils recommandent un de leurs membres, Nicolas Pro. Ça rend les choses très concrètes, je trouve. Ah oui, cette lettre, elle est très éclairante. Elle dit que la formation permet de mieux structurer leurs compétences. Donc c'est vraiment perçu comme un outil utile par ceux qui sont déjà sur le terrain, y compris des victimes qui s'engagent maintenant dans la prévention. Tout à fait. Ça montre bien le lien entre l'expérience vécue, qui est parfois très douloureuse, et puis le besoin d'acquérir des outils d'analyse, d'action qui soient reconnus,
Pour des collectifs comme celui-là, former leurs membres via ce DU, c'est une façon de renforcer leur propre capacité à agir, à peser pour la prévention, l'accompagnement, en parlant un langage commun avec l'institution, en ayant des méthodes partagées. Donc, si on résume, ce DU se présente comme une réponse à la fois technique et humaine. L'idée, c'est d'outiller des personnes clés avec des outils concrets pour écouter, accompagner les victimes d'abus et, point crucial, pour prévenir ces abus au sein de l'Église. C'est exactement ça. C'est une stratégie qui mise sur la formation, sur la compétence individuelle, pour essayer d'impulser un changement plus large, plus systémique. D'ailleurs, les retours qui sont cités dans les sources, ils parlent d'une légitimité qui est renforcée pour les participants et aussi d'un réseau de soutien qui se crée entre eux, ce qui est précieux. Très bien. Une dernière pensée peut-être, pour aller plus loin. Former des individus, leur donner des outils, c'est essentiel, on le voit bien. Mais la question qui reste, c'est dans quelle mesure est-ce que ce renforcement des compétences individuelles peut vraiment suffire à transformer les structures, la culture même de l'institution, pour que la prévention et la bientraitance deviennent vraiment systémiques, ancrées durablement? Voilà une question qui mérite sans doute réflexion. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.